Ce matin par un juge d'instruction dans le cadre d'une plainte pour diffamation et utilisation frauduleuse de scrutin. Gabriel Nicolas, ancien élu de la majorité, réclame justice. Et puis le sénateur Georges Patient a questionné le gouvernement hier soir sur l'évolution de l'accord de Guyane signé après les événements de mars-avril dernier. Il souhaite connaître la réelle portée de l'engagement de l'État. Enfin, le doublement de la route nationale 1 est au cœur d'une consultation publique depuis ce lundi. Les Macouriens s'inquiètent du sort des piétons. Où passeront-ils après le doublement de la voie? Les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, le président de la CTG a été entendu ce matin par les juges d'instruction dans l'affaire qui l'oppose à l'ancien élu de la majorité, Gabriel Nicolas. Fin 2016, elle a été engagée une poursuite contre le Rodolphe Alexandre pour diffamation et utilisation frauduleuse de scrutin. Gaël Wassim s'est rendu ce matin à l'audience. Regardez. C'est certainement la première fois depuis des mois que Gabriel Nicolas et Rodolphe Alexandre se retrouvent dans un seul et même bureau. L'actuel président de la CTG et son ancienne vice-présidente ont été entendus ce matin devant le juge d'instruction. Pour rappel, fin 2016, les élus de la majorité avaient démissionné en bloc pour régler un différend avec la conseillère alors en charge de l'agriculture, provoquant ainsi une nouvelle élection de la commission permanente. Suite à cette élection, Gabriel Nicolas a été évincé. Après 3 heures de confrontation entre les deux protagonistes, ce sont leurs avocats qui se sont exprimés. Maître Lingibé, qui défend les intérêts de Rodolphe Alexandre, s'offusque de la tournure médiatique de cette affaire. Je vous dirai rien. Il y a de notre point de vue aucune difficulté. Mais en fait, il n'y aura pas de déclaration. Je suis d'ailleurs surpris qu'effectivement, qu'on ait fait autant de tapage en violant le secret de l'instruction et des règles élémentaires. Voilà, la procédure. A l'inverse, Maître Barthes se félicite que la justice ait donné suite à la plainte de Gabriel Nicolas. Alors je ne peux pas vous dévoiler d'informations sur le contenu de la confrontation, vous le savez, nous sommes tenus au secret de l'instruction. La seule chose que je puisse vous dire, mais vous le savez, c'est que nous sortons d'une confrontation qui fait suite à une plainte déposée par Madame Nicolas au mois de janvier 2017 et que l'on se satisfait qu'une instruction soit en cours. Nous en attendons que les droits de Madame Nicolas soient reconnus tout simplement et que la responsabilité de Monsieur Alexandre soit reconnue également. Le tribunal devrait se prononcer pour la suite de cette affaire dans quelques semaines. En tout cas, elle ne devrait en rien baisser la tension qui existe au sein de la CTG entre les deux protagonistes. Et la phrase du jour est celle de Tite Gaspard, président de l'Union des sociaux-démocrates. Selon lui, les États généraux sont un échec pour le moment. Il faudrait trouver la solution pour que toute la population soit impliquée par l'allongement notamment de la durée de la concertation et en allant également dans les quartiers. Pour rappel, les États généraux entament leur 6e semaine. Ils sont prévus pour durer 4 mois. Dans le reste de l'actualité politique, hier soir, au Sénat, Georges Patient a interpellé le Premier ministre sur l'état d'avancement des accords de Guyane. Le sénateur craint une nouvelle crise car pour lui, les Guyanais réclament davantage de garanties. Voici son intervention. Les Guyanais, en rébellion permanente contre un système qui juge inopérant dans les domaines les plus essentiels, notamment ceux de la santé, de l'éducation, de la sécurité, du développement économique, sont très préoccupés, voire remontés contre le rythme et l'état d'avancement des accords de Guyane. Obtenus après 2 mois de mobilisation d'une grande ampleur, une véritable révolution, ils attendaient de la concrétisation de ces accords signés par votre prédécesseur et confirmables, rapides dans certains domaines les plus vitaux, tels la santé et la sécurité, puisque faisant partie d'un plan d'urgence. Certes, Monsieur le Premier ministre, des mesures ont été prises dans le cadre de ces accords. Certains critiques de l'action gouvernementale disent que les accords marquent le pas, tout semblant être suspendu aux assises des Outre-mer, dont le calendrier de réalisation serait à plus longue échéance que celle qu'escomptaient les Guyanais. Cela d'autant plus que dans le même temps se tiennent les États généraux de Guyane. Tout ceci crée une réelle confusion qui vient s'ajouter au sentiment d'exaspération, au ras-le-bol, au fameux « nous gonquessa », comme on l'exprime si bien dans notre langue guyanaise. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous apporter aux Guyanais des assurances sur le respect par votre gouvernement des accords de Guyane, et ce dans leur totalité, c'est-à-dire des garanties sur la prise en compte à la fois du plan d'urgence, du plan complémentaire et du projet institutionnel ou statutaire pour lequel ils opteront?
Le président de la République, vous l'avez dit, lors de son déplacement en Guyane fin octobre dernier, a fixé les orientations du gouvernement pour la Guyane et plus globalement pour les Outre-mer. Tout d'abord, je voudrais dire, monsieur le sénateur, que l'État a honoré sa parole pour le plan d'urgence Guyane. Le budget 2017, tel qu'il a été revu par le gouvernement, le budget 2018, tel qu'il a été conçu par le gouvernement, offre les traductions concrètes du respect de la parole de l'État. Mais la politique de l'État, monsieur le sénateur, vous l'avez dit, et je pense qu'il est essentiel de l'avoir à l'esprit, ne se résume pas au plan d'urgence du premier trimestre 2017. Le plan d'urgence permet de répondre rapidement à une urgence, c'est le cas de le dire. L'avenir exige une construction sur le long terme. En matière d'immigration, c'est important. Dans le cadre d'une expérimentation circonscrite à la Guyane, nous allons essayer, expérimenter, à compter de juin prochain, la réduction des délais d'instruction des demandes d'asile. Je vous le disais en début de semaine, la consultation publique a été lancée ce lundi pour le doublement de la route nationale 1 et la réalisation d'un second pont en aval du pont du Larivot. Hier soir, une première concertation a eu lieu avec les habitants de Makouria. Le reportage de Pierre Tréfou. Les habitants de Makouria sont inquiets. Hier soir se tenait une concertation publique avec le personnel de l'ADEAL qui a présenté le projet de doublement de la RN1. Problème, le projet apparaît inadapté à la région. Des enfants qui traversent la RN pour aller à l'école, notamment à Soula, est-ce qu'on a prévu des passerelles? Quand on parle de la route nationale qui sera à 2 fois 2 voies, mais on ne tient pas compte parce qu'on ne peut pas pénétrer sur une route à 2 fois 2 voies comme ça par n'importe quel accès. On ne prend pas en compte la réalisation des voies secondaires, mais on laisse ça simplement à l'appréciation des collectivités en disant que c'est aux collectivités de réaliser ces voies d'accès. Le trafic sur la RN1 varie de 22 000 véhicules par jour au nord de l'échangeur de Balata à près de 14 000 véhicules par jour au niveau de la RD 51. Avec un trafic de plus en plus dense sur la RN1 et une nouvelle configuration inadaptée, un nouvel aménagement est nécessaire aujourd'hui. Nous sommes en phase de concertation, donc on peut considérer que ce qui nous a été présenté est un premier jet. Donc nous, à Makouria, nous connaissons nos problématiques. Donc tout un chacun a pu s'exprimer et véritablement apporter contribution pour que le projet soit adapté véritablement à notre réalité. En plus que ce ne soit pas un projet pour demain, ni pour après-demain, mais ce sera un véritable projet pour l'avenir de la Guyane. La portion ciblée se situe entre l'échangeur de Balata et le carrefour de la Carapa à hauteur de la RD 51, soit 12 km de route à modifier. En phase de concertation, le projet invite la population à émettre leurs avis. On va travailler sur ces observations, sur ces remarques. Nous allons les analyser du point de vue technique, du point de vue financier. On va donc adapter et revoir notre projet en fonction des observations. Donc il y a peut-être des observations ou des remarques qui ne pourront pas être prises, certaines qui pourront être prises et même certainement améliorer notre projet, et en fonction de ça, on proposera un autre projet, et donc la prochaine étape, ça sera le dossier qui sera soumis à enquête publique. La concertation va durer jusqu'au 31 mars. La population peut émettre des propositions via des registres disponibles à l'ADEAL, mais aussi à la CTG et dans les communes. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils pourront le trouver sur le site web de l'ADEAL. Dans le cadre des Assises des Outre-mer, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a organisé 3 ateliers pour donner la parole aux citoyens. C'était les 16, 19 et 20 février à Apatou, Cacao et Makouria. Julien Ducas, secrétaire général de la FDSEA, était au micro de Pierre Tréfou. Le foncier en Guyane est la problématique numéro 1. On le retrouve dans tous les ateliers, quasiment au début des discussions, où les agriculteurs nous font part de leur ressenti sur la façon dont est structuré le foncier. Donc il y a des solutions à ça aujourd'hui, voilà, c'est parti, puisque l'idée de ces ateliers-là, c'était aussi de proposer des choses concrètes, d'avoir des projets qui pourront émerger dans le temps. La SAFER fait partie de ces solutions et de ces projets qui doivent être mis en place, parce que c'est la solution pour répondre aux problématiques des agriculteurs au niveau de leur structuration d'exploitation. Et on a aujourd'hui l'État qui détient 90% du foncier, donc je pense que c'est une chance pour la mise en place d'une SAFER. Mais il va falloir que nos politiques, parce que c'est aussi une discussion avec nos élus, comprennent la nécessité que la SAFER soit mise en place
pour que les agriculteurs s'accaparent du destin de l'avenir, en fait, de leur avenir sur leur exploitation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la politique du foncier, elle est gérée par l'État ou elle est gérée par les collectivités et pas par les agriculteurs. Et la SAFER, c'est vraiment ça, c'est de dire que le foncier, qui est concerné par le foncier, ce sont les agriculteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, nous, notre rôle, c'est de le faire remonter au niveau du gouvernement, parce que c'est lui qui a commandé, en fin de compte, ces assises. On va les faire également remonter au niveau des collectivités. Voilà, nous, on va rendre un rapport, on va répondre en ligne, puisque c'est comme ça que ça va procéder. Et puis ensuite, on espère que concrètement, quand on ira dans les discussions dans les différentes réunions de travail avec l'administration et les collectivités ou les élus, on pourra échanger, on va dire, au même niveau de l'information. L'Église catholique compte de nombreux fidèles sur le territoire guyanais. Ce matin, l'évêque a tenu une conférence de presse pour les informer des actions fortes programmées pour cette année 2018. Présentation également du nouveau site internet et de nouveaux outils de communication mis en place pour le diocèse. Monseigneur Lafont était au micro de Gaël Wassim. C'est effectivement de présenter un peu les grands événements que l'Église de Guyane, l'Église catholique de Guyane réalise cette année. Alors, il y en a trois. Je vais vous parler des deux plus proches. D'une part, nous avons un grand spectacle musical qui va être donné les 16 et 17 mars à Cayenne sur Anne-Marie Javouet. Les scolaires auront une séance spéciale pour eux, gratuite, le 16 mars. Un site renouvelé. C'est-à-dire que le site internet de Guyane est là depuis 10 ans. Mais comme tous les sites, il doit se renouveler périodiquement et donc il est renouvelé actuellement avec de nouveaux réalisateurs, un nouvel webmaster, comme on les appelle ici, et puis sous la direction de Rudy Stevenson, qui est notre nouveau directeur de communication pour le diocèse. Et donc voilà, et nous avons aussi un site Facebook. J'ai un site Facebook personnel, mais il y a aussi le site Facebook, la page Facebook du diocèse, et puis nous avons notre journal Église en Guyane, que nous sommes en train également de renouveler, comme toutes les choses doivent se renouveler tous les 4, 5 ou 6 ans. Nous avons toujours l'intention de communiquer, nous avons fait, tous ces sites dont je parle ont déjà 8 ou 10 ans ou 12 ans d'existence, mais le renouvellement doit être constant. Vous changez de linge tous les jours et donc nous renouvelons nos choses assez régulièrement. Ceci dit, nous sommes embarqués actuellement dans un grand plan missionnaire qui fera que nous espérons toucher un maximum de maisons de Guyane entre aujourd'hui et juin 2019. Nous avons un vrai projet de sortir de nos églises pour aller proclamer et dire un peu le trésor qu'est pour nous Jésus-Christ et la conviction que son message est utile aujourd'hui pour la Guyane. Nous sommes embarqués dans ce projet depuis 2 ans et il ne s'achèvera pas, mais il prendra sa dimension pleine au mois de mai 2019. Et donc nous sommes en pleine préparation de cela. Et c'est aussi pour cela que nous souhaitons communiquer. Et puis, à Pâques, j'ai réuni 300 ou 400 jeunes à Saint-Laurent-du-Maroni pour le Triduum de Pâques, les 3 jours saints. On va vivre avec eux ces 3 jours. Ce sont les 3 jours les plus beaux dans la liturgie, dans la prière de l'Église catholique. Il y aura des baptêmes que j'espère, si Dieu veut, pouvoir faire dans le Maroni, et sinon du moins les mouiller complètement, même si c'est à l'intérieur d'une église. Les coulisses du recyclage de verre, la loi de transition énergétique de 2015 fixe un objectif de 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Il y a encore beaucoup à faire, mais certains s'y attellent d'ores et déjà. C'est le cas en Martinique de l'Espace Sud qui vient d'être primé à Paris au concours des Outre-mer durables pour son engagement dans le recyclage du verre issu de la collecte sélective. Louis Sabas a remonté la chaîne de transformation de nos bouteilles en verre. Regardez. Des bornes de collecte et à l'intérieur, un contenu plus précieux qu'il n'en a l'air, des bouteilles de verre. Ce déchet ménager va connaître une seconde vie. Et c'est sur le site de la Trompeuse à Fort-de-France que la transformation commence. L'an dernier, ce sont 3600 tonnes de bouteilles ou bocaux qui ont été traitées sur cette plateforme. Une fois passé au brailleur, le verre ressort sous forme de sable ou de gravier. Ce produit-là est utilisé comme un sable particulier pour le bâtiment, pour les tranchées, et une partie aussi est utilisée pour mettre dans du béton, comme fait le Sud. Voilà 2 ans que la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique emploie ce matériau, justement à proximité des bornes de tri, comme dalles de béton. Une entreprise se charge de sa production et le verre n'aurait rien à envier au traditionnel sable, au contraire.
Le béton à base de verre est aussi solide qu'un béton classique. Hein. Pourquoi? Parce que le verre, c'est du sable, hein. Donc c'est aussi solide. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que ça brille, hein. C'est joli. Près de 1500 de ces dallettes à base de verre viennent orner 80 points de collecte répartis dans l'espace sud. Une utilisation écologique, donc intelligente, de ce déchet ménager qui vaut à la communauté d'agglomération une récompense de l'association des écomères. Mais outre ce prix, il s'agit avant tout d'une démarche innovante et expérimentale de développement durable. Auparavant, il faut savoir que le verre qui était issu de la collecte sélective partait en métropole pour être fondu et refondu en nouvelles bouteilles de verre. Et donc là, maintenant que nous avons des opérateurs qui broient le verre localement, il s'agissait pour nous de trouver une utilisation locale. Donc c'est vraiment une démarche de politique de développement durable et de contribution à l'économie circulaire locale. À travers le laboratoire routier territorial de la CTM, un travail de caractérisation du béton de verre broyé est effectué. Pour l'heure, les quantités sont insuffisantes pour servir à l'ensemble des entreprises du BTP, mais la filière de valorisation et de recyclage du verre semblait entrer en Martinique dans un cercle vertueux. Un tour en Guadeloupe avec cette question qui reste en suspens. Que vont devenir les patients de la tour sud du centre hospitalier? Difficile de le savoir pour le moment. La direction affirme qu'ils ne seront pas transférés dans les EHPAD. Face à l'inquiétude du personnel et à la multiplication de fausses informations, l'état-major de l'établissement a tenu à démêler le vrai du faux. Compte rendu avec Anne-Elisabeth Artsen. À situation délicate, mesure exceptionnelle. C'est en ce sens que la direction du CHU a organisé ce matin une conférence de presse pour faire le point sur la situation actuelle et à venir du centre hospitalier. Je n'ai jamais parlé d'évacuation, donc les résultats aujourd'hui des analyses sont plutôt rassurants et donc ça c'est des indications qui nous permettent de nous conforter dans notre objectif de continuer au contraire à réinvestir dans nos locaux dans le CHU. Notre prochaine étape, je rappelle, c'est les urgences et c'est le bloc opératoire. S'agissant des endroits du CHU où certains ont pu être incommodés par les odeurs de suie, eh bien, on a décidé d'organiser un nettoyage méthodique approfondi, au-delà du nettoyage habituel, mais avec des techniques industrielles éprouvées. Et donc pour organiser ce nettoyage méthodique, il faut effectivement vider certains services pour pouvoir le faire. Il y a assez peu de patients qui pourraient être délocalisés. Rappelons qu'on parle de patients. Et donc c'est des patients qui n'auraient pas besoin d'accès au plateau technique de façon immédiate. Nous avons tous une différence individuelle à ressentir en fait ces différents effets et à voir les effets que font sur nous ces composés organiques volatiles ou semi-volatiles. Donc c'est pour ça que nous continuons à chercher pour éventuellement savoir un petit peu ce qui pourrait être impliqué et en même temps nous savons qu'il faut absolument que nous nettoyions mieux que cela a été fait au départ. Ça a été fait mais apparemment pas suffisamment et pas dans certaines zones auxquelles on n'avait pas forcément pensé, comme par exemple les cages d'ascenseurs, des choses comme ça, qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on a encore des dégagements de composés organiques volatiles ou semi-volatiles qui peuvent effectivement incommoder certaines personnes. En attendant la mise en service du nouvel hôpital, les autres structures hospitalières et médicales de l'archipel pourraient ainsi accueillir les patients du CHU temporairement. Au stade où nous en sommes, nous n'avons pas toutes les données en main, puisque nous n'avons pas tous les résultats des analyses qui nous parviennent au fur et à mesure. Et nous savons que nous avons la possibilité, puisque le centre gérontologique c'est un EHPAD, mais aussi il y a aussi 40 lits destinés déjà d'ailleurs au CHU pour les suites de soins. Donc nous avons cette possibilité-là. Nous avons Capes-Cervelo qui est aussi un EHPAD, mais je crois qu'il faut aller aussi plus loin. Donc nous avons d'autres établissements qui pourraient accueillir les malades du CHU en cas de besoin. Les opérations de nettoyage devraient concerner l'ensemble du CHU et s'effectueraient du dernier étage au rez-de-chaussée après validation auprès des experts, même si selon les premiers tests effectués, il n'y a aucune zone critique au centre hospitalier Pointe-à-Pitre-Abîme. Ainsi s'achève cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Rodolphe Alexandre a été entendu ce matin par un juge d'instruction dans le cadre d'une plainte pour diffamation et utilisation frauduleuse de scrutin. Gabrielle Nicolas, ancienne élue de la majorité, réclame justice.
Et puis le sénateur Georges Patient a questionné le gouvernement hier soir sur l'évolution de l'accord de Guyane signé après les événements de mars-avril dernier. Il souhaite connaître la réelle portée de l'engagement de l'État. Enfin, le doublement de la route nationale 1 est au cœur d'une consultation publique depuis ce lundi. Les Macoriens s'inquiètent du sort des piétons. Où passeront-ils après le doublement de la voie? Nous en parlions dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Très bonne soirée, excellente soirée sur ATV Guyane.